Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo que je devais déjà faire depuis quelque temps puisqu'elle faisait suite à la vidéo CDojo 0, enfin CDojo 4 qui parlait de coder, enfin du coding de manière générale, pourquoi et comment coder. Et en fait cette vidéo laissait probablement toute une liste, enfin une partie de questions qui n'avaient pas vraiment de réponse, et donc je me proposais de faire une suite à cette vidéo qui va introduire les éléments d'informatique nécessaires à la compréhension du fonctionnement des ordinateurs et qui, je l'espère, pourra répondre un petit peu à certaines questions qui étaient restées en suspens, bien que cette vidéo ne répondra évidemment pas à toutes les questions, hein. Mais voilà, je me propose donc de rapidement donner un aperçu des éléments d'informatique qui sont nécessaires au fonctionnement des ordinateurs. Donc quelque part, l'idée est de soulever un peu le capot et de voir ce qui se passe dans la machine. Alors cette vidéo ne sera pas suffisante, je devrais en faire une ensuite qui va expliquer plus en détail comment ces éléments interagissent entre eux et comment on peut concevoir des ordinateurs. Rien que ça. Voilà. Alors nous avions vu dans la vidéo sur le coding que pour les ordinateurs qui sont en quelque sorte des espèces de grosses calculatrices, c'est assez facile de traiter ou de coder des valeurs numériques puisque eux-mêmes, en tant que calculatrices, fonctionnent sur base d'une logique, je dirais, numérique. Alors, c'est très bien de le dire, mais quand on parle de valeurs numériques ou de variables numériques, de nombres, il faut un peu revoir comment les nombres sont constitués. Et les nombres qu'on utilise habituellement sont constitués en fait de chiffres, hein. Donc nous on appelle ça les chiffres arabes, hein, puisqu'ils ont été introduits par les Arabes il y a plus d'un millier d'années, et introduits en Europe. Et ces chiffres sont au nombre de 10, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, pardon. Et comme on a 10 chiffres au total, on travaille avec une base 10, une base dite décimale. Et donc on va représenter un nombre via des chiffres. Donc moi je prenais toujours l'exemple du nombre 42. Alors pourquoi le nombre 42 ? Parce que c'est une référence à un roman bien connu de la culture geek, qui est le fameux roman de Douglas Adams, Le Guide du voyageur galactique, ou le Guide du routard galactique. En anglais, le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, simplifié par HHGG, qu'on appelle évidemment H2G2, donc si vous entendez des références à ça, c'est simplement une référence à cet ouvrage qui a un peu marqué la culture geek. Et 42 était, dans une scène du livre et du film qui a suivi, la réponse à la question ultime au sujet de la vie, de l'univers et tout ce qui s'ensuit. Hein, voilà, il pose la question à un super ordinateur et puis l'ordinateur leur dit voilà, la réponse c'est 42. Et ils découvriront que la réponse est idiote parce que simplement la question était mal posée. Voilà, donc voilà l'origine du 42. Et donc si je veux représenter ce nombre 42 dans un codage décimal, eh bien je vais devoir utiliser plusieurs chiffres, hein. Chacun de ces chiffres va occuper un rang. Alors on connaît très bien, on a le rang des unités, on a le rang des dizaines, on a le rang des centaines, on a le rang des milliers. Ce qu'on a tendance un petit peu à oublier parfois, c'est que ce rang, en réalité, c'est une puissance de la base. Donc le rang 0, c'est 10 exposant 0. Le rang 1 des dizaines, c'est 10 exposant 1, qui fait 10. Le rang des centaines, c'est 10 exposant 2. Et les milliers, c'est 10 exposant 3. Et donc pour exprimer la valeur 42, il me faut simplement un 4 au rang des dizaines, hein, puisque 4 fois 10, ça fait 40, plus un 2 au rang des unités, et donc 4 fois 10 plus 2 fois 10, 10 exposant 0, c'est-à-dire 1, ça me fait bien 42. Donc le rang du chiffre indique la puissance à laquelle on va élever la base. Alors cette notation, on peut la généraliser, lui donner un accent un petit peu plus mathématique. On peut dire que la représentation d'un nombre, en fait, c'est simplement la somme des chiffres de rang i multipliés par 10 exposant le rang i, ou d'une manière plus généralisée, c'est la somme des produits du rang du chiffre multiplié par la base, qui peut être n'importe quoi, exposant le rang. À condition évidemment que les chiffres
CI dont on parle ici, soit toujours compris dans la base. C'est-à-dire si vous utilisez une base à 10 chiffres, vous ne pouvez pas inventer un chiffre qui occuperait une 11e ou une 12e position, puisque la base ne comprend que 10. Donc, les symboles sont limités par la taille de la base. Voilà. Donc ici, on a parlé du système décimal, représentation décimale. Il existe d'autres systèmes, notamment par exemple le système dit binaire, qui a été introduit ou inventé quelque peu par un certain George Boole, qui est un linguiste mathématicien anglais qui vivait au XIXe siècle, et qui a utilisé un algèbre un peu linguistique qui utilisait des valeurs d'état vraies ou fausses pour associées à certaines propositions. Et donc on va constater que certaines propositions sont liées à d'autres propositions ou à des combinaisons presque algébriques de sous-propositions. Okay. Et donc on va introduire des opérateurs dits logiques, c'est des opérateurs de logique linguistique, et bon, on les connaît, on les utilise régulièrement dans la langue de tous les jours. On a et, ou, le ou exclusif, le nom étant un opérateur qui change simplement l'état, donc un état vrai, non vrai devient faux, non faux devient vrai, évidemment, ça a l'air bateau, mais on verra que c'est une utilité. Et donc un exemple un peu stupide ici, si j'écris la proposition suivante, ce que vous aurez à la fin du menu, c'est soit du fromage, soit du dessert, mais vous n'aurez pas les deux. Okay, soit vous n'aurez rien, parce que vous prenez ni l'un ni l'autre, ou vous en prenez un des deux, mais vous n'aurez pas, si vous choisissez les deux, vous n'aurez rien à manger. C'est un petit peu ça l'idée de départ. Alors oui, donc ce système binaire, j'en profite un petit peu pour introduire certains personnages, puisque oui, effectivement, dans le monde informatique, dans ce monde un peu parfois associé au geek, on a certaines personnalités qu'on connaît en général et qu'on aime bien. Donc George Boole ici, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est typiquement, c'est un gentleman anglais, type très sérieux, voilà. Et là, on a un autre monsieur qui s'appelle Claude Shannon et qui a fait énormément aussi de choses dans le domaine de la théorie de l'information et des ordinateurs, et qui lui était notre contemporain puisqu'il est né en 1916 et il est mort en 2001. Donc voilà. Claude Shannon, on va en parler un tout petit peu après, on va en parler même tout de suite. Alors, comme vous le remarquez, ce vrai-faux peut être transposé en langue mathématique, puisque quelque part on a une base 2, à deux états. Et on peut utiliser des chiffres pour représenter ces états. Je pourrais utiliser le 0 pour en présenter faux, et le 1 pour représenter le vrai. À partir du moment où j'ai des chiffres dans une base, je peux représenter des nombres dans cette base. Mon fameux nombre 42, qu'est-ce qui va devenir en base 2 ? Là, évidemment, je vais exprimer, comme tout à l'heure, ma petite formule qui disait que le rang des chiffres représentait en fait la base exposant le rang. C'était la somme des produits du chiffre multiplié par la base exposant le rang. Ici, je vais devoir faire la même chose. Donc, je vais par exemple établir les différentes valeurs possibles sur une base 2. Et 42, si je vois 128, évidemment il est plus grand que 42, donc il est à 0. 64, il est trop grand, il est à 0. 32, par contre, et je peux exprimer 42 en fonction de 32. Donc c'est 32 plus quelque chose. Alors 32 plus 16, c'est plus que 42, donc 16 de l'exposant 4 ne sera pas correct. 8, 32 plus 8, ça fait 40, donc 8, oui, il a tout à fait sa place. 4, ça ne va pas, 40 plus 4, 44, on est trop grand. 2, oui, 2, on est à 42. Et 1, évidemment, on ne cherche pas 43, on cherche 42, donc il va y avoir le 0. Donc là, maintenant, le nombre 1, 0, 1, 0, 1, 0 en base 2 représente bien la grandeur 42. Okay. Alors on peut même aller plus loin, les opérateurs et, de la manière dont ils se comportent, on va voir juste après, peuvent être assimilés à une multiplication, et les opérateurs ou peuvent être assimilés à une addition. Et donc là, on va pouvoir commencer à définir des équations booléennes. Alors par exemple, si je reprends mon petit exemple un peu bateau, menu égale fromage ou dessert avec un T, ça sera nettement mieux. Et je peux m'amuser à à écrire une expression. Ici je l'ai nommé X pour faciliter les choses, donc je vais dire que l'expression menu c'est égal à A
ou B, hein, dans ce cas-ci, mais on va voir que c'est un ou un petit peu particulier. Alors si je commence à lister les états, je vais avoir, si je ne demande pas de fromage ni de dessert, j'aurai rien, donc j'aurai 0. Si je demande un dessert, j'aurai un dessert. Si je demande du fromage et pas de dessert, j'aurai du fromage. Et si je demande du fromage et un dessert, je n'aurai rien du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que le ou ici, c'est pas tout à fait un ou au sens propre où on l'entend. D'accord ? Donc ça c'est un petit peu l'idée, et cette liste des différents états que peut prendre la sortie en fonction des états des entrées s'appelle la table de vérité. Donc ça c'est un truc qu'il faut un petit peu retenir. Et ici je reviens sur notre ami Claude Shannon, que j'ai présenté un petit peu avant, parce que lui il a développé un théorème, enfin un des théorèmes qu'il a développé, parce qu'il en a développé quelques-uns, qui est le théorème d'expansion de Shannon, et qui va décomposer une équation booléenne en somme de produits de ses variables principales. Donc, si je prends la décomposition de la table de vérité, donc en gros il va décomposer une table de vérité en une fonction, et si je prends la table de vérité que j'avais précédemment, d'accord, qui se trouve ici, eh bien, qu'est-ce que dit le théorème de Shannon pour simplifier? Le théorème d'expansion de Shannon, il dit que l'ensemble des états vrais de cette valeur, donc l'ensemble de tous les états, parce que si j'arrive à exprimer les états vrais, les autres sont implicitement, les états nuls le sont de manière implicite, eh bien l'entièreté de ces états, l'équation qui régit l'entièreté de ces états va dépendre évidemment des variables principales, c'est-à-dire ici fromage ou dessert. Et je vais dire, il nous dit en gros que c'est une somme de produits. Donc si je fais le produit, c'est-à-dire A et B, j'obtiens pas 0, puisque 0 fois 1, ça fait 0. Par contre, si je fais le produit non A multiplié par B, j'obtiens 1. C'est un résultat partiel. Pour avoir le résultat total, je dois aussi tenir compte de l'autre possibilité pour obtenir un état 1, c'est-à-dire A multiplié par non B. Et donc l'équation, en appliquant ce fameux théorème d'expansion de Shannon, de ce que j'obtiendrai à la fin du repas, à la fin du menu, ça sera x égale non A et B, ou, pour le plus, A et non B. Donc écrit un peu autrement, on aura x égale non A multiplié par B plus A multiplié par non B. Et là, on commence à approcher d'une forme mathématique telle qu'on la connaît de manière plus générale dans notre algèbre à nous. Ok, sauf que c'est régi par des théorèmes un peu différents et par les propriétés en fait de ce système binaire nous permettent de faire des développements qu'on n'a pas l'habitude de faire en décimale. Alors les informaticiens en général n'utilisent pas cette expression longue, on a déterminé un opérateur particulier pour cette expression un petit peu remarquable, hein, puisqu'on a le nom A fois B plus le A fois non B, et cet opérateur s'appelle le ou exclusif, exclusive OR en anglais, ou XOR. C'est un opérateur que vous retrouverez très très régulièrement quand vous allez travailler sur des systèmes. Si vous travaillez sur du bas niveau en informatique, c'est des opérateurs qui reviennent très souvent quand on travaille au niveau binaire. Alors pour les nostalgiques comme moi des années 80, ou c'est peut-être qu'il y avait une série à l'époque qui s'appelait XOR, XOR à la française, avec un personnage qui pouvait se transmuter d'homme à une espèce de robot, enfin bon bref. Bon, c'était en général toujours un petit peu le même scénario qui revenait, il ne s'était pas foulé donc pour la série, et par ailleurs il ne s'était pas foulé non plus pour le titre, puisque XOR, qui paraissait un peu bizarre, en fait c'est le ou exclusif. Alors, tout ça c'est très théorique, et vous allez me dire, oui mais pratiquement, quel est le rapport avec les ordinateurs? C'est là qu'on va voir. Il faut savoir que ces opérateurs logiques, donc c'est et, c'est ou, c'est non, c'est XOR, etc., on peut les traduire en composants. On les appelle d'ailleurs des portes, on peut les traduire en composants. Alors, en général, on les traduit en composants électroniques, mais il y a des gens qui ont fait des expériences au 19e siècle, notamment la fameuse machine à différence de l'anglais Charles Babbage, qui est un gars qui a vraiment développé toutes ces théories au 19e siècle.
Et donc il avait fait une espèce de super calculatrice, Blaise Pascal avait introduit la pascaline, et lui il avait fait une calculatrice qui pouvait se programmer. Et justement, la première personne qui a écrit des programmes pour cette machine à différence, c'était la fille de Lord Byron, donc qui était un poète anglais du 19e siècle, relativement bien connu, enfin par les puristes, parce que moi je le connais pas trop, mais enfin voilà, la poésie n'est pas trop mon truc, qui s'appelait Ada Lovelace Byron, et qui était une mathématicienne, bon, c'était déjà une très jolie femme, mais en plus c'était une mathématicienne extrêmement brillante, parce que quand on lit, je suis tombé en fouillant sur le net sur certains de ses articles ou de ses lettres, etc. Son niveau mathématique était quand même assez incroyable. Et c'est en hommage à cette Ada Lovelace Byron qu'on a d'ailleurs introduit le langage dit Ada. Voilà, donc c'est assez comique parce que c'est vrai que souvent l'informatique qui est un peu associée à un milieu de mecs fait par des mecs pour des mecs, en réalité la première programmeuse était une femme. Donc voilà, si ça peut peut-être aider à créer des vocations dans la gente féminine. Ce système booléen présente aussi quelques propriétés assez amusantes qui sortent un peu du lot par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre algèbre classique. Donc par exemple, 1 plus une variable a qui peut valoir 0 ou 1 va toujours donner 1. Puisque le plus c'est un ou, donc si a vaut 0, ben ça vaut 1, si a vaut 1, ben ça vaut toujours 1. C'est pas un ou exclusif, c'est le vrai ou. 1 multiplié par non a, ça vaut 0. Donc si a vaut 1, je multiplie par 0, ça vaut 0. Si a vaut 0, je multiplie par 1, ça vaut 0. A plus non a, ça vaut toujours 1, suivant le même principe. A fois a, ça vaut a. Donc a et a, ça vaut toujours a. C'est des petits trucs bateaux, mais qu'on retrouve très souvent. Alors a plus a fois b, eh bien ça vaut a. Pourquoi? Parce que si je factorise a, j'ai a multiplié par 1 plus b, 1 plus b, par l'équation qu'on a ici, ça vaut 1, donc a fois 1, ça vaut a. A plus non a fois b, ça vaut a plus b, etc. Donc il y a différentes possibilités, différentes propriétés qui permettent de réduire évidemment le nombre d'opérateurs. C'est plus facile d'écrire ça que d'écrire ça. Et donc, si je réduis mes opérateurs, je réduis le nombre de composants que je dois mettre dans mon circuit. Nous allons voir par la suite que les composants qu'on utilise, ce ne sont plus les rouages de la machine de Babbage, mais ce sont des composants électroniques, mais disons que moins j'en ai, mieux c'est. Ça simplifie le circuit et ça consomme moins. Alors, une autre façon aussi de simplifier, il y a une façon graphique qui permet aussi de simplifier ces tables de vérité, c'est ce qu'on appelle les tables de Carnot. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement des tables de Carnot, mais vous voyez que quand vous avez des systèmes, des tables de vérité beaucoup plus complexes, eh bien Carnot nous donne une méthode visuelle qui nous permet de résoudre ça assez simplement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, par contre je peux vous donner une référence. Si vous êtes intéressé par toute cette partie, c'est celle que j'utilise, c'est les systèmes numériques, principes et applications de Ronald J. Tocci, qui pour moi est un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire sur ça. Voilà. C'est avis personnel. Alors, d'autres propriétés aussi dont je parle, qui sont très importantes, ce sont les propriétés de Morgan. Et les propriétés de Morgan, elles sont relativement, on les retrouve pas qu'en algèbre binaire, on les retrouve aussi en probabilité, mais enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce que vous voyez, la propriété de Morgan, elle dit que si vous inversez une somme, donc c'est-à-dire si vous inversez A ou B, vous retrouvez donc l'inversion de chacune des variables, mais vous avez aussi une espèce d'inversion par rapport à l'opérateur. Donc là, on va se retrouver avec un opérateur et. Donc non A plus B, c'est non A et non B. Non A et B, ça va donner non A ou non B. Donc à partir de ça, vous pouvez, si vous n'avez qu'une porte par exemple pour créer un opérateur, eh bien vous pouvez toujours vous débrouiller à partir des propriétés de Morgan pour retomber sur vos pattes. Et on va voir que ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça va nous permettre de créer la porte dite universelle qui est la porte non et. Mais ça sera pour la vidéo suivante.
Alors, je fais une grosse digression. Donc, on a parlé tout à l'heure des états binaires, les états vrais, faux. Alors, ce type de chiffres, en général, les informaticiens appellent ça des bits, binary digit, d'accord. Et une unité très souvent utilisée en informatique, que vous connaissez tous, et dans laquelle souvent les gens s'en mêlent les pinceaux, c'est l'octet, c'est-à-dire un regroupement de 8 bits, ou le byte en anglais. Hein. Il y a pas mal de gens, c'est très vite fait de se planter, de dire bit à la place de byte, mais il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale, un byte c'est 8 bits. Alors pourquoi toute cette symbolique du 8, hein, alors c'est pas uniquement pour faire une référence à Terry Pratchett, qui aussi, un peu comme Doug Adams, était est une personne qui a influencé énormément, enfin qui avait influencé énormément la culture geek, puisqu'il avait sorti sa fameuse saga Les Annales du Disque Monde, de Discworld en anglais, qui est une référence pour les geeks. Et en fait, pour les geeks, et en particulier les geeks informaticiens, puisque bon, on travaille toujours avec des multiples de 8, et on va voir justement pourquoi on travaille avec ces multiples de 8. Alors voilà, donc Ringworld c'est assez comique puisque c'est une satire, enfin c'est une représentation un peu farfelue de notre société dans un monde en fait qui est plat et qui repose sur 4 éléphants qui eux-mêmes sont placés sur une tortue qui se déplace dans l'espace. Donc en fait il a été recherché des notions de la culture indienne sur leur cosmologie et il s'est amusé à imaginer un univers satirique et farfelu d'une autre sur base de ça. Et donc on retrouve systématiquement cette symbolique du 8. Hein. Vous avez par exemple la 8e couleur, le 8e sortilège, etc. Et quand vous lisez le bouquin, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des tas de références à 8. Alors pourquoi 8 ben voilà, dans la vidéo sur coder, j'avais expliqué que pour coder des textes, on devait associer à chaque lettre de l'alphabet une valeur. Donc on a 26 lettres majuscules, 26 lettres minuscules, ça nous fait 52 valeurs au minimum, plus 10 chiffres, ça fait déjà 62 valeurs, plus les opérateurs mathématiques, plus fois, moins, divisé, bah, ça nous fait déjà 66. Ajoutez à cela quelques symboles de ponctuation ou autres symboles comme des parenthèses, des brackets, des accolades, etc. Eh bien vous arrivez très vite à dépasser 64 possibilités. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, donc qu'est-ce qu'on a dit? Ben voilà, ici, si je reviens au tout début de mon exposé, hein, ben, je vois que pour 42, voilà, si je veux à un moment donné coder, donc ici, je vais obtenir comme valeur, si je prends 6 bits, je vais obtenir comme valeur maximale 63, donc c'est pour ça que je peux coder 42 sur 6 bits. Si je veux coder quelque chose de plus grand que 64, eh bien, il me faut au minimum 7 bits. Okay, puisque si je fais si je place tous ces états à 1, je verrai que je vais obtenir une valeur de 127 et là je saurai coder tout mon alphabet. Donc normalement on devrait travailler avec minimum 7 bits pour pouvoir représenter l'ensemble des lettres de l'alphabet. Mais il y a un petit côté historique à ça. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on a commencé à coder ces nombres, c'était l'époque des télex, hein, donc on envoyait des textes par ligne. Hein, c'était un peu comme les enfin, l'idée était de transmettre de l'information en utilisant des lignes électriques, évidemment. Et quand vous utilisez des lignes électriques, eh bien, vous pouvez avoir des pertes, vous pouvez avoir des erreurs, vous pouvez avoir des champs, enfin, des perturbations qui vont détruire ou qui vont abîmer en fait le message original que vous avez envoyé. Et pour détecter ces erreurs, on employait une méthode qui s'appelle la détection du bit par bit de parité. Et donc, en gros, on se réservait un bit qui allait nous donner une information sur l'intégrité de l'information qui avait été transmise. Alors comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple, hein. En fait, voilà, si je dois envoyer un message, donc un caractère qui est contenu sur 7 bits, je vais simplement compter le nombre de bits à 1. Ici je vois que j'ai 2 bits à 1, donc j'ai un résultat pair au niveau des bits à 1, donc je vais mettre le bit de parité à 1. Si il y a une perturbation qui a détruit ou abîmé mon message, et que je reçois en sortie un message comme celui-ci, vous voyez que le 1 qui est là est passé à 0, donc là j'ai un nombre impair
de bit à 1 avec un bit de parité 1, il est évident que là ça pose un problème. C'est que j'ai eu une erreur dans ma transmission. D'accord. Et donc là, je vais pouvoir détecter l'erreur. Je n'ai pas assez d'informations pour corriger l'erreur, j'ai pas assez de redondance dans l'information que pour corriger l'erreur, mais je vais au moins être apte à la détecter. Et donc pour ces raisons historiques, on a gardé ce 8e bit de parité, qui évidemment dans les ordinateurs modernes, et même dans les ordinateurs à partir des années 80 et même avant, n'avait plus vraiment d'utilité. Et donc en gros, on l'a gardé par habitude, et ça nous a permis aussi de créer des caractères spéciaux, des caractères graphiques, etc. Donc d'étendre un peu le jeu de caractères et de l'enrichir. Et cette idée de, voilà, il fallait 8 bits pour envoyer, un 8 fil électrique si vous voulez, pour envoyer un caractère, et d'où la représentation, l'utilisation de ce regroupement par 8. D'accord. Alors ça va même plus loin que ça, parce que par exemple les informaticiens, quand on parle d'un kilo, hein, un kilobyte ou un kilo-octet, on ne parle pas de 1000, mais on parle de 1024, parce que justement 1024 est plus facile à diviser par 8 que... Voilà. Ça donne un résultat plus sympathique, ce qui est d'ailleurs assez problématique quand on achète par exemple des disques durs, hein, puisque on verra plus tard qu'on a l'impression qu'on est chaque fois volé, alors que c'est pas fondamentalement le cas. Donc le codage sur 8 bits, ben voilà, c'est ce qu'on appelle les octets ou les bytes. Eh bien, on va pouvoir coder en fait des nombres compris entre 0 et 255, soit 256 valeurs possibles, hein, puisque si je passe tous les bits, les 8 bits à 1, eh bien la valeur maximale que je vais obtenir, 528 plus 64, 32, 16, plus 4, plus 2, plus 1, etc. Vous pouvez refaire le calcul, ça fait 255. Alors il existe évidemment d'autres types de codage. Hein. Bon, le codage binaire est assez imbuvable pour les humains, donc on a essayé de faire des codages un peu plus pratiques. Alors il y en a qui ont eu l'idée de faire un codage octal, puisque bon, fatalement on travaille avec des multiples de 8 pour la représentation des caractères. Bon, pour moi, il est tout à fait inutile. Je dis bien pour moi. Moi, je l'ai jamais utilisé personnellement. Voilà. Par contre, il y a un autre type de codage beaucoup plus intéressant, qui est le codage hexadécimal. Alors, l'hexadécimal utilise 16 chiffres au lieu de 10 chiffres connus. Donc, on va ajouter des nouveaux chiffres. Donc, A, B, C, D, E, F. A représentant 10, B représentant 11, et so on, jusqu'à F qui représente 15. Et donc, on va pouvoir coder des chiffres, non plus avec 10, mais avec des valeurs, enfin avec des symboles que nous ne connaissons pas habituellement dans notre représentation décimale. D'accord. Alors si je veux par exemple coder 42 dans ce nouveau codage hexadécimal, eh bien je vais devoir regarder, hein, si je définis mes rangs. Hein, donc au rang 0 j'aurai 1, au rang 1 j'aurai 16, rang 2 256, rang 3 j'aurai 4096 si je sais encore compter. Donc fatalement 42 exprimé par rapport à 4096 ça fait pas grand chose, ça fait 0, 256 c'est trop grand, ça fait 0, par contre 16 oui, il y va deux fois. Hein, donc ça fait 42 égale 32 plus 32, ben, en réalité c'est 32 plus 10, donc 10 c'est A en hexadécimal, donc 2A va représenter la valeur 42 en base 16. Alors ce qui est comique aussi, c'est que 16 en hexadécimal s'écrit 10. Hein. 1, 0. Voilà. Et donc la valeur maximale de l'octet, on l'a dit, c'est 255, ou F, c'est-à-dire F fois 16 qui vaut 240, plus 15 fois 16 qui vaut 240, plus 15 qui vaut bien 255. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Alors je reviens un peu rapidement sur ces notions, donc de ne pas confondre les bits et les bytes. Quand vous achetez par exemple un disque dur et qu'on vous dit que ce disque dur fait 500 gigabytes, il faut savoir que le fabricant utilise le système MKS1. Donc, si je dis, je sais pas, 500 gigabytes, ben, c'est effectivement 500 milliards. Ok, 500 milliards de bytes, ce qui est quand même énorme. 500 milliards de lettres. Ok.
Par contre, l'informaticien qui a écrit le système d'exploitation, que ce soit Windows ou Linux, bah lui, il va utiliser il ne va pas utiliser 1000 pour 1 kilo, il va utiliser 1024, donc fatalement pour le million, ça sera 1024 fois 1024, et pour le milliard, ce sera 1024 fois 1024 fois 1024. Donc il faudra, quand on va représenter ça dans ce système qui n'est pas directement multiple de 1000, eh bien on va se retrouver avec une valeur plus petite, hein, que la valeur présentée par le vendeur du disque dur, enfin pas le vendeur mais le fabricant du disque dur, qui lui travaille toujours dans les unités MKSA. Mais ce sera exactement la même chose. Donc ça ne sert à rien de se dire que c'est un voleur, non. Ça représente la même chose, c'est simplement décrit dans un système différent. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Alors concernant le codage, je m'amuse à revenir un peu sur un exemple justement que j'avais donné dans la vidéo précédente sur comment coder. Donc je donnais un exemple en assembleur, hein, si vous vous souvenez, j'avais dit voilà, j'ai une commande par exemple, quand je code des instructions, des opérations, j'ai créé un langage d'assemblage, et quand je dis par exemple LDA,32, donc c'est-à-dire charger la valeur 32 dans le registre accumulateur, en langage humain j'écris 6232, je convertis en général ça, pour ceux qui connaissent, en hexadécimal, et en hexadécimal ça devient 3E20. Alors j'avais donné l'exemple de JPNZ 40062, j'avais dit 194 c'est l'opcode pour le JPNZ, donc c'est un saut aussi non zéro, hein, et 4096, 40062, j'avais dû faire un codage, si je me souviens, Little Indian, c'est-à-dire je divise 40062 par 256, ça me fait 156, il me reste 126, je mets le poids faible puis le poids fort, et je vois ce que ça peut donner. Si je travaille en hexadécimal, 40062, ça s'écrit 9C7E. Et si je convertis tout ça en hexa, 194 ça vaut C2, donc ça c'est l'opcode, 126 ça vaut 7E, et 156 ça vaut 9C. D'accord ? Et fatalement, vous retrouvez simplement le codage que vous avez ici. Cette dernière partie représente le poids faible, cette première partie représente le poids fort. Et comme vous codez en Little Indian, vous inversez simplement. Et donc c'est une façon de représenter des nombres, des adresses qui ne sont plus codées, hein, dans ce cas-ci c'est une adresse mémoire qui n'est plus codée sur 8 bits, hein, puisque la valeur est plus grande que 255, mais codée sur 16 bits. Voilà. Donc en conclusion, l'algèbre de Boole c'est très bien puisque ça nous donne des liens algébriques entre les sorties et les entrées. Donc ces liens en fait sont matérialisés par des opérateurs qui vont être matérialisés, traduits par des composants, hein, en général ce sont des composants électroniques, et l'assemblage, la liaison entre ces composants électroniques qui représentent les expressions liées qui représentent en gros des variables liées par des opérateurs, ça va former ce qu'on appelle des circuits logiques. Et un ordinateur, et en particulier le microprocesseur, c'est un ensemble de circuits logiques. Hein. Maintenant, on a des ordinateurs qui peuvent contenir des millions et des millions de circuits, enfin des circuits logiques très très compliqués qui utilisent des millions de composants. Donc voilà. Alors la suite, on va voir dans la prochaine vidéo concrètement comment on va pouvoir transformer, en tout cas comment fabriquer une porte logique en utilisant des composants électroniques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée.